Bonjour à toutes et à tous. Je suis Fabienne Broucaré, je suis la fondatrice de My Happy Job, donc un magazine en ligne dédié au bien-être au travail, à la qualité de vie au travail. Je suis ravie de vous accueillir pour le deuxième webinaire de notre série de livres. Donc la semaine dernière, on a eu le plaisir d'échanger avec Christophe Deval sur les soft skills. Le webinaire est désormais disponible en replay, donc n'hésitez pas. Et aujourd'hui, on va parler management et on va manager avec plaisir grâce à Franck Pagny. Bonjour Franck. Bonjour. Alors, pour vous expliquer un petit peu comment va se passer l'heure qu'on va passer ensemble, on va profiter de ce webinaire pour vous présenter un petit peu plus nos nouveaux bébés, les 4 premiers ouvrages de la collection My Happy Job. Donc, Franck a écrit un livre qui s'appelle Vivement lundi pour justement manager avec plaisir. Donc, tout un programme dont on aura l'occasion de parler pendant une heure. Il y a 3 autres livres qui sont sortis en même temps. Donc, le livre de Christophe Deval sur les soft skills, le livre de Catherine Bory qui s'appelle Zen et en forme, et enfin le livre de Diane Ballona-Roland sur le slow working. Et on aura l'occasion d'échanger avec elle la semaine prochaine lors de 2 webinaires dédiés à leur livre. Donc là, l'heure va se passer en plusieurs parties. On va déjà avoir la chance que Franck nous fasse une présentation un petit peu à la fois du livre, mais aussi de concrètement qu'est-ce que ça veut dire manager avec plaisir, quels sont un petit peu les leviers du plaisir au travail. Et ensuite, on va aussi répondre à vos questions parce que l'idée, c'est vraiment d'être dans un webinaire interactif et avec le plus d'échanges possible. Donc, pendant que Franck parle, je vous invite à poser vos questions via le chat. Pour ceux qui ne savent pas, c'est dans l'onglet Converser en bas de votre écran. Et du coup, vous pouvez poser vos questions, soit ne les envoyer, vous voyez en bas, il y a envoyé à, donc que aux conférenciers, soit à tous les conférenciers et à tous les participants. Et si vous les envoyez à tout le monde, ce qui est sympa, c'est que tout le monde peut aussi échanger via le chat et apporter son témoignage. Donc, le partage d'expérience entre pairs peut aussi être très, très intéressant. Donc, n'hésitez pas à vous servir du chat. Moi, je note les questions et comme ça, quand Franck a fini sa présentation qui va durer à peu près 20 minutes, on aura le temps ensuite d'échanger et puis jusqu'à la fin, jusqu'à 2h30, n'hésitez pas à nous poser vos questions. On est vraiment là pour y répondre avec plaisir. Je vais te laisser la parole, Franck, si tu veux lancer ta présentation et puis je te laisse du coup te présenter. OK. Allez, partager d'écran. Voilà. Ah bien. Bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Et pour démarrer, en fait, cette présentation du livre Vivement lundi, en fait, je voudrais commencer par vous raconter une histoire. Ça se passe un matin, j'ai rendez-vous dans une entreprise, j'ai rendez-vous avec la DRH qui m'a sollicité pour un projet d'un parcours de formation pour ses managers. Et donc, je me présente dans cette entreprise, j'arrive, je me présente à l'accueil. Ensuite, je me dirige vers les ascenseurs et là, je vois 2 managers qui arrivent en costume cravate et l'un met sa main sur l'épaule de l'autre et lui demande « Mais comment vas-tu aujourd'hui ?» Et l'autre lui répond « Comme un lundi ». Et l'autre lui répond « Oui, je sais, allez, bon courage ». Et ce jour-là, j'ai eu le déclic de me dire « Mais ce n'est pas possible que dans des entreprises, il soit nécessaire d'avoir du courage, que le lundi soit la pire journée de toutes. » Et j'ai eu l'idée de créer Vivement lundi. On était en 2012. Et ce jour-là, je n'imaginais peut-être pas que quelques années après, j'allais rencontrer Fabienne, qui a été un élément accélérateur pour justement rédiger un livre qui s'appelle Vivement lundi, 10 séances d'auto-coaching pour manager avec plaisir. J'en profite pour dire que ce livre est préfacé par quelqu'un que j'admire particulièrement, Emery Jacquia. Pour ceux qui le connaissent, en fait, c'est le PDG de la Camif. Il a repris la Camif, une entreprise qui est à mission. Et c'est quelqu'un qui a une vue vraiment particulière sur le mode de management, sur la reprise d'entreprise. Et c'est très intéressant. Je le remercie pour avoir rédigé ce préambule de ce livre. Alors, en fait, j'ai écrit ce livre, je le disais, parce que j'en avais marre d'entendre « ça va comme un lundi ». Peut-être même qu'il est probable que moi, quand j'étais manager, je l'ai prononcé. Je l'ai écrit aussi parce que j'avais très envie de partager des convictions, de partager des expériences. Parce que pendant 11 années, avant d'être indépendant, j'ai été manager chez PwC, cabinet d'audit et de conseil, et encore avant, manager dans l'agroalimentaire. Et en fait, je voulais partager des convictions qu'il est tout à fait possible de créer les conditions dans les entreprises pour que les collaborateurs, justement, disent vivement lundi, j'ai envie de retourner au travail. Alors, c'est certes un peu provocateur,
Mais en même temps, cette démarche repose sur une étude qui est solide que je vais vous présenter. Alors, ce sujet du plaisir au travail peut paraître paradoxal, mais il est en fait aujourd'hui tout à fait prégnant, et c'est un vrai défi que les entreprises ont à relever, de créer des conditions pour que leurs collaborateurs aient du plaisir et soient engagés. Parce que l'engagement va être éminemment indispensable pour réussir cette reprise après la crise que l'on a vécue. Alors, en même temps, dans cette période de crise, j'ai une excellente nouvelle à partager aujourd'hui avec vous. C'est qu'il existe des entreprises où les salariés disent vivement lundi, où les salariés ont réellement du plaisir au travail. Et d'ailleurs, on note que dans ces entreprises, l'absentéisme il est beaucoup plus faible que la moyenne. On note que dans ces entreprises, ça c'était avant la crise, elles n'avaient pas trop de problèmes pour attirer des talents et quasiment aucun problème pour les retenir. Et puis, par ailleurs, les études réalisées par ces entreprises démontrent que les collaborateurs sont très engagés, et que l'engagement est réel et que l'engagement est robuste. Alors, je vais partager avec vous d'abord un résultat qui est issu de l'étude que l'on a menée auprès de 55 entreprises, des petites, des moyennes et des grandes entreprises de tout secteur, pour savoir comment elles font pour que leurs collaborateurs soient engagés et aient du plaisir au travail. Eh bien, cette étude auprès de 55 entreprises a permis de mettre en évidence une relation de cause à effet. C'est peut-être aussi effectivement parfois du bon sens. Toute organisation, quelle qu'elle soit, cherche à avoir une performance économique et sociale, durable. Pas souvent trop sociale. Mais si on veut que la performance économique dure, il est absolument nécessaire qu'il y ait à côté une performance sociale. Je m'appuie là-dessus sur ce que disait le patron de BSN, le patron du MEDEF, qui en 1969, je crois, au un discours du CNPF, expliquait que l'entreprise, pour être durable, devait s'appuyer sur deux piliers, d'un côté la performance économique et de l'autre côté la performance sociale. Donc si on veut être performant, eh bien, c'est nettement plus facile si on est engagé. Avoir de la performance sans engagement, c'est peut-être un peu difficile. Et pour être engagé, eh bien, c'est beaucoup plus facile, on est plus engagé si on a du plaisir au travail. Donc, le plaisir génère de l'engagement qui génère de la performance. À tel point qu'il y a une loi des 4 P que je partage avec vous, c'est que le plaisir partagé précède la performance. Je le refais, le plaisir partagé précède la performance. Derrière cette approche, en fait, on a identifié des leviers du plaisir au travail. Et il y a 11 leviers qui génèrent du plaisir au travail. Et je me suis appuyé sur ces 11 leviers pour rédiger une bonne partie de ce livre, Vivement lundi. Je ne vais pas tous les passer en revue. Ça, c'est issu d'un article que j'ai publié sur LinkedIn, qui fait qu'en fait, aujourd'hui, je vais juste m'attarder sur notamment le premier levier, ce levier de la sécurité, qui n'était pas si prégnant, pas si important au préalable, avant la crise, est devenu aujourd'hui vraiment prioritaire. Et quand on parle de sécurité, on parle aussi de sécurité sanitaire et de sécurité économique. Les collaborateurs aujourd'hui ont besoin d'être rassurés sur le plan sanitaire, tout d'abord. Je n'ai pas envie d'être contaminé en venant au travail. À tel point que, je ne sais pas si vous le rencontrez, mais mes clients l'évoquent, de nombreux salariés sont victimes du syndrome de la cabane ou du syndrome du cocon, à savoir qu'ils sont bien chez eux, et ils n'ont pas forcément envie de prendre des transports en commun et d'être confrontés au virus, et pas forcément envie de retourner en entreprise. Et par ailleurs, ils se disent, en fait, je suis aussi efficace presque à la maison que si j'étais au travail, voire même plus. Le deuxième point sur la sécurité, c'est la sécurité économique. Et oui, il va se poser bientôt cette question pour certains. Est-ce que mon entreprise sera encore là dans 3, 6, 9 mois? Et est-ce que j'aurai encore une place dans cette entreprise dans quelques mois? Donc voilà les leviers du plaisir au travail. Donc la sécurité, tout d'abord, l'écoute, percevoir les signaux faibles, notamment de risques psychosociaux, la confiance et le lien social, la reconnaissance, le lâcher-prise sur le tout contrôle, je vais présenter ce levier tout à l'heure,
Le fait de donner du sens aux efforts demandés, le fait de mettre en place des rituels pour recréer du lien social est devenu véritablement essentiel aujourd'hui, puisque le lien social a été distendu, voire carrément rompu. Le fait d'être fier aussi d'avoir contribué et de contribuer au développement de son entreprise. L'équité dans les situations, c'est un levier qui est aussi maintenant très, très, très important et qui devient très délicat, puisque certains sont dans des situations difficiles d'inéquité. Chômage partiel d'un côté, télétravail de l'autre. On retrouve même d'ailleurs une scission historique des cols blancs et des cols bleus ici. Je pense qu'il faut être aussi vigilant à l'équilibre entre la vie privée et la vie pro. On va en reparler tout à l'heure. Et puis les conditions matérielles, et là pour le coup, ce sont les conditions de connexion qui doivent être favorables. Si on agit sur ces leviers, on va générer du plaisir. Si on a du plaisir, les collaborateurs vont être engagés, vont être créatifs, ils vont prendre des initiatives. Ça va développer la performance économique. Et la performance va aussi générer du plaisir au travail. Un cercle vertueux peut même se mettre en place. Alors, dans ce livre, Vivement lundi, qu'est-ce que vous allez retrouver si vous le lisez, ce que j'espère? Bien, en fait, 10 chapitres où j'aborde le fait de développer le plaisir au travail et l'engagement, globalement, de cultiver la reconnaissance, de manager par la confiance et l'autonomie, on parlera de ces deux leviers, de réussir à équilibrer de façon subtile la bienveillance et l'exigence, d'être vigilant à l'équilibre vie pro-vie privée, de manager en cas de risques psychosociaux, ça peut être une situation qui peut être délicate en ce moment, de savoir écouter pour comprendre et écouter pour agir juste, de manager par le sens et les valeurs, d'animer les réunions autrement et de faciliter les changements par les leviers du plaisir au travail. Voilà les 10 chapitres que j'ai rédigés dans ce livre. Qu'allez-vous retrouver encore dans ce livre? Eh bien, des histoires décryptées. J'aime bien raconter des histoires. J'aime bien aussi les décrypter et expliquer ce qui s'est passé derrière. Ce sont des histoires vraies. J'ai changé le nom des sociétés et des personnes, bien évidemment. Mais surtout, j'ai décrypté ce qui se passait, ce qui se tramait derrière au vu des 11 leviers. Vous allez retrouver dans chacun des chapitres aussi des clés. Chaque chapitre est divisé en clés. Et derrière ces clés, ce sont des points de repère. Par exemple, ici, comment manager par le sens au quotidien, comment être bienveillant alors, envers le travail, envers soi-même, envers ses équipes, comment être exigeant aussi envers ses collaborateurs. On parle souvent de bienveillance, mais je pense qu'il faut qu'il y ait les deux, l'exigence et la bienveillance. Vous allez retrouver également des questions, des quiz auxquels vous pourrez répondre, mais j'aime bien mettre les lecteurs, et puis les participants des formations que j'anime ou dans les entreprises, les salariés dans les entreprises dans lesquelles j'interviens, j'aime bien les mettre en responsabilité et aussi en mode action. À vous de jouer. Là, ce sera à vous de faire. Ce sera à vous de prendre une décision et d'essayer de l'implémenter, de la mettre en œuvre au sein de vos équipes. Vous allez retrouver des astuces, un KISS pour passer justement de l'idée à l'action. Le KISS, vous verrez, c'est l'acronyme de Keep It, Improve It, Start It et Stop It. J'aime bien utiliser cette segmentation très efficace. Voilà, c'est les points que vous allez retrouver. Aujourd'hui, là, ce que je voudrais, c'est juste partager quelques points clés. 3 leviers qui sont que j'ai personnalisés, si vous voulez, que j'ai adaptés par rapport au contexte de crise que nous vivons actuellement. J'aborde le chapitre de la confiance et de l'autonomie et aujourd'hui, il est plus que nécessaire pour les managers de lâcher prise. Faites confiance. Pourquoi? Parce que de toute façon, vous n'avez pas vraiment le choix. Vous n'avez pas le choix parce qu'il est impossible aujourd'hui de contrôler comme avant. Parce que les télétravailleurs sont chez eux, et au moins 2 jours, 3 jours, voire 5 jours par semaine, tout le monde n'est pas encore revenu travailler. Il est impossible de contrôler comme avant. Ensuite, il est nécessaire d'oser de faire confiance et de responsabiliser. Mais comment faire? Bien, peut-être, et c'est le conseil que je partage, c'est de fixer avec vos collaborateurs des objectifs clairs, qui soient SMART. Et moi, je l'écris avec un E. Pour en savoir plus, je suis aussi un peu mon teasing. Eh bien, vous le trouverez page 60. Pourquoi le E? Vous fixez des objectifs clairs. Par contre, il est nécessaire de laisser le choix du chemin et de la méthode aux collaborateurs.
puisque de toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas savoir comment il doit faire. Par contre, il est tout à fait recommandé de mettre en place des feedbacks réguliers avec ses collaborateurs, des points de passage. Et le feedback est très différent du contrôle. D'abord parce que feedback, c'est tout simplement nourrissant, feedback en anglais. Et le feedback est bilatéral, alors que le contrôle est unilatéral. Je veux savoir ce que tu as fait. Le feedback, c'est de quoi tu as besoin pour avancer, où en es-tu, et moi je vais aussi t'exprimer en tant que manager de quoi j'ai besoin pour être en confiance avec toi. Voilà le premier point sur la confiance. Deuxième point qui est de vigilance, c'est d'être attentif à l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. C'est absolument important en ce moment parce que le travail est venu directement empiéter dans la vie familiale. Les visios, en ce sens, sont très, très, très intrusives. On est carrément chez ses collaborateurs. 3 conseils pour cela. Je vous invite à préparer une charte du télétravail qui soit co-construite avec les collaborateurs. J'en parle effectivement dans ce chapitre-là. Je vous invite également, co-construite, c'est important. Ce n'est pas vous qui faites en top-down. Ce que j'invite à faire, c'est de le faire en co-construction. Le deuxième point, c'est de mettre un sas de 5 minutes entre la vie professionnelle et la vie privée lorsque vous êtes en télétravail. C'est important parce que sinon, on ne va plus savoir où on en est. Et il est important d'être tant concentré avec ses collaborateurs qu'avec ses proches. Et aujourd'hui, on n'a plus de sas tel qu'on pouvait l'avoir par les déplacements, par le temps de trajet pour aller à son domicile. Le troisième point, c'est peut-être de profiter de ces semaines encore pour réaliser un retour d'expérience sur le télétravail quelque part subi, de façon à pouvoir exploiter ce retour d'expérience et préparer une nouvelle organisation avec vos collaborateurs sur un télétravail décidé et organisé cette fois-ci. Dernier point de cette présentation, c'est un levier qui est à mon sens extrêmement puissant, trop peu exploité. Une étude démontrait que 42% des salariés en France s'estimaient non reconnus ou insuffisamment reconnus par leurs collaborateurs. Et aujourd'hui, plus que jamais, les collaborateurs ont besoin d'énergie. La reconnaissance, c'est comme l'énergie solaire. Il y en a partout, tout autour de nous. C'est quasiment inépuisable. Ça fait du bien. C'est propre. Et comme l'énergie solaire, la reconnaissance est sous-exploitée. Je pense que c'est le moment de surexploiter cette énergie. C'est le moment d'abuser de la reconnaissance de vos collaborateurs, de vos équipes. Mais peut-être pas sur les résultats, parce qu'ils viendront plus tard, mais la reconnaissance peut porter sur les efforts réalisés, sur les progrès, sur les adaptations qu'ils ont su faire, sur les réalisations et également sur les compétences. La reconnaissance est une source formidable d'énergie et vous pouvez très bien reconnaître vos collaborateurs, alors soit en tête-à-tête pour certains, soit en public pour d'autres, en fonction de leur profil. Mais la reconnaissance, pour moi, elle doit être quotidienne. C'est un mot sympathique, une reconnaissance, une main sur l'épaule virtuelle ou physique, pour dire, écoute, merci pour le job, merci aussi pour avoir été là, merci pour ta présence et pour le fait peut-être d'avoir fait un effort et d'avoir su t'adapter aux conditions difficiles. Et puis peut-être même aller plus loin pour une plus grande reconnaissance, une célébration globale des résultats que l'on a obtenus, collectifs. Je pense que c'est particulièrement important en ce moment. Et ce n'est pas une dépense, c'est un investissement pour développer le lien social chez vos collaborateurs, pour développer leur engagement et leur montrer que quand on s'engage et qu'on a des résultats, eh bien l'entreprise sait les reconnaître. Voilà, j'ai partagé trois leviers avec vous. Il y en a d'autres qui sont exprimés dans ce livre avec des conseils, des astuces pratiques, des trucs que vous pouvez mettre en place. En quelques mots, moi j'anime effectivement des ateliers en entreprise. J'anime des formations en combo learning, c'est une nouvelle approche de formation qui combine des formations en webinaire, mais également des accompagnements individuels, des partages d'expériences collectifs, des invités à des webinaires qui donnent d'excellents résultats parce qu'on travaille véritablement sur mesure en combinant collectif et individuel.
On réalise des diagnostics et des baromètres sociaux. Et j'adore animer des séminaires collectifs. Et pour le coup, j'ai dû m'adapter puisque ces séminaires collectifs qui étaient en physique sont devenus maintenant digitaux, notamment sur Zoom. N'oubliez pas que cette loi des 4 P est réelle et très solide. Le plaisir partagé précède la performance. Merci à vous. Maintenant, je serai ravi de répondre à toutes vos questions et toutes vos remarques. Fabienne, on ne t'entend pas. Il faut remettre ton micro. Super. Non, Fabienne? Ah, ça y est, c'est bon. C'est bon? Voilà, Ouais, je me mettais bien en silencieux pour que tout le monde puisse t'entendre pleinement. On a déjà, merci pour ta présentation, on a déjà pas mal de questions sur la reconnaissance et notamment 2 questions un petit peu sur les effets pervers, entre guillemets, d'un excès de reconnaissance ou alors de la reconnaissance un peu, je dirais, fictive, c'est-à-dire le merci qui n'est au final suivi d'aucun acte. oui. Donc, comment faire justement que la reconnaissance ne soit pas juste un mot envoyé et puis qu'au final, ça ne change rien à la semaine des collaborateurs? Alors d'abord, je pense qu'il y a un point qu'il faut démystifier, je l'évoque dans le livre, c'est de dire en fait, si je vais reconnaître les collaborateurs, ils vont attendre à avoir une rémunération supplémentaire. Non, pas du tout. En fait, quand on pose la question aux collaborateurs, ils veulent déjà tout simplement qu'on leur dise merci pour le job et puis simplement d'avoir un feedback et un signal comme quoi mon manager a bien vu que j'ai bien travaillé, que j'ai bien fait le job. Par contre, la reconnaissance doit être sincère. On ne va pas reconnaître quelqu'un qui n'a pas bien fait son travail, elle doit être sincère, reposer sur des faits, sur des éléments observables, peut-être pas forcément tout de suite sur des résultats mesurables, mais sur des éléments observables, un comportement, une attitude, une action, le fait d'avoir géré un projet, d'avoir su répondre à quelqu'un avec les mots appropriés, par exemple. Et puis, elle doit être assez rapide, c'est-à-dire qu'on ne va pas reconnaître 2 mois après d'une action qui s'est déroulée en mars. La reconnaissance, elle est essentiellement gratuite. C'est je te reconnais, je te dis que j'ai bien vu que toi, tu as bien fait ton travail. Voilà la réponse que je peux apporter à cette question. Et on te demande aussi, par rapport au management à distance en ce moment, comment reconnaître ses équipes quand on est à distance? Est-ce que ça passe par l'envoi d'un mail, un coup de téléphone? Comment on peut s'adapter pour continuer à apporter cette reconnaissance à ses équipes? Là, l'idée, elle est peut-être d'avoir des moments spécifiques de reconnaissance et de célébration des résultats ou des efforts. Et peut-être qu'il est possible d'avoir dans la semaine, avec ses équipes en télétravail, alors ça peut être le vendredi ou le lundi, peu importe, ça peut être de se retrouver pour dire voilà, voilà ce qui s'est passé la semaine dernière. Et mon manager, eh bien, je voulais aujourd'hui remercier Fabienne pour avoir su organiser de main de maître ce webinaire. Je voulais remercier aussi Caroline Achou qui a su gérer et inviter l'ensemble des participants. Et je tiens à vous dire merci. Voilà, ça peut être ce simple geste-là de feedback qui peut être réalisé en visio. Une trace est aussi intéressante et ça peut se faire par un mail en disant écoute, merci pour le job, je sais ce que tu as fait, je suis au courant du challenge que tu as relevé, du défi et des difficultés que tu as rencontrées. Sache que j'ai bien noté ce que tu avais fait. Et toujours par rapport au télétravail actuel, tu as parlé d'avoir un SaaS pour gérer, je dirais, bien équilibrer vie pro, vie perso. Le SaaS, on l'a facilement quand on est en travail au bureau, avec les transports, on a notre demi-heure ou notre heure. Comment est-ce que tu aurais des exemples de SaaS quand on est en télétravail? Qu'est-ce qu'on peut faire pour décompresser pendant ces 5-10 minutes pour pas enchaîner vie pro et vie perso? Ça nécessite déjà effectivement d'avoir une certaine discipline, de se dire tiens, je viens de quitter une conversation téléphonique professionnelle, je ne vais pas me lever immédiatement pour aller rejoindre ma famille qui est à côté pour gérer un problème ou tout simplement les rejoindre et discuter avec eux. Je prends le temps, je peux noter 2-3 idées sur une to-do list, je prends le temps de me poser, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, je souffle un peu, je peux me divertir 2 minutes, mais pour véritablement avoir une césure entre les deux, parce que sinon, quand vous allez rejoindre votre famille, eh bien, vous n'allez pas être pleinement présent. Vous allez être encore à dire, mais attends, je lui ai envoyé ce mail-là, il m'a dit que, mais je dois penser à ça. Et puis, vous dire, votre femme ou vos enfants ou votre compagnon va vous parler, vous allez le quitter. Non, non, attends, j'ai oublié un truc. Et vous allez y retourner. Et là, ça va devenir intolérable. C'est vrai aussi à l'inverse. C'est-à-dire que vous quittez votre vie privée
et vous dites, tiens, attends, j'ai une visio, il faut que j'y aille tout de suite, je me connecte, vous avez en tête le petit dernier qui ne va pas très très bien, vous n'êtes pas pleinement présent. Donc, il est nécessaire de se connecter ou de revenir au travail et au bureau, si, comme moi, vous en avez un, vous avez la chance d'en avoir un, c'est confortable, se poser, de se dire, je souffle 2 minutes, je réfléchis, je note peut-être 2-3 idées. Moi, c'est ce que j'ai toujours une feuille de papier ici, je note 2-3 idées qui me permettent de me poser et d'être pleinement présent à 100%, soit pour le travail, soit pour la vie familiale. Et je vous partage l'idée de Christine, et je suis tout à fait d'accord avec elle, l'importance de mettre en place un mini rituel, par exemple l'extinction de son PC, on s'étire, on respire. Ça peut être aussi, on ferme le bureau, symboliquement on ferme la porte. Si vous avez testé par exemple la méditation, prenez votre application type Petit Bambou, 10 minutes, c'est très bien aussi. Donc, voyez un petit peu un rituel voilà, qui peut vous faire du bien et puis en effet, vous apporter cette respiration entre ces deux vies et ça fera du bien. On a une question de Nathalie qui est très intéressante. Suite à cette crise du Covid et à l'ampleur du télétravail, on parle beaucoup des risques de burn-out, de la montée des risques psychosociaux. Comment le manager peut être à l'écoute de ses collaborateurs pour aussi prendre soin d'eux et savoir comment ils vont, savoir s'il y en a qui sont peut-être en début de burn-out? Alors, les retours que j'ai de mes clients me font dire que, d'abord, de nombreux collaborateurs et encore plus de managers sont, alors je reprends le mot que j'ai en tête d'un client tout à l'heure qui me dit « je suis cramé ». Je suis cramé, je suis épuisé. Pourquoi ? Parce que les managers, d'abord, ont dû subir la mise en place du confinement, gérer le télétravail, et aujourd'hui, ils doivent gérer le déconfinement, le chômage partiel, les équipes, qui est là, qui n'est pas là. Donc, véritablement, c'est un changement majeur d'organisation qui provoque un surcroît de travail très important et forcément, à un moment donné, donc de fatigue. Comment le gérer? Alors, les managers, aujourd'hui, sont en train de gérer ces éléments-là, cette organisation-là, et ce n'est pas forcément facile pour eux de savoir qui va bien, qui ne va pas bien, les états d'âme de leurs équipes. Ce qui convient surtout, c'est qu'il n'y ait pas de collaborateurs qui soient, ce que je dirais, hors radar. Le collaborateur qui est hors radar, c'est celui dont vous n'avez pas de nouvelles. Vous envoyez des mails, une visio, il est toujours absent, on n'a pas de nouvelles, ça fait 15 jours, on ne sait pas ce qu'il devient. Ou il y a un collaborateur qui est présent, mais on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. D'abord, c'est essentiellement aux managers. D'abord, effectivement, le rôle des managers est essentiel, d'être à l'écoute, en proximité, et peut-être d'avoir au moins une fois par semaine un entretien en tête-à-tête avec chacun des collaborateurs. 10-15 minutes. Et cet entretien doit pour moi porter non pas ni sur le business, ni sur un projet, ni sur un client, mais il doit porter sur le collaborateur. Comment vas-tu? Comment te sens-tu? Qu'est-ce qui va bien? De quoi as-tu besoin? Qu'est-ce qui est difficile? Et là, le questionnement doit être riche et l'écoute doit être allo-centrée, centrée sur l'autre, pour bien comprendre la situation du collaborateur. Ça, c'est le premier point, le premier conseil. Maintenant, si ça n'est pas possible, ma recommandation, c'est de créer 2 fonctions mais, qui sont affectées à déjà certains de vos collaborateurs, que je qualifierais soit de bienveilleurs, soit de sentinelles. C'est-à-dire que ces collaborateurs vont être chargés d'appeler chacun 2 ou 3 personnes pour échanger. De ce fait, on va démultiplier la capacité d'écoute du manager et de l'entreprise, et il va déléguer cette partie d'écoute auprès de bienveilleurs. Et ces bienveilleurs donc, vont appeler des collaborateurs, vont peut-être même être aussi chargés de réaliser, d'organiser des petites visios, des échanges avec ces collaborateurs pour s'assurer que tout le monde soit présent. Ils peuvent même aller plus loin et pourquoi pas créer des moments un peu festifs, un peu sympathiques pour faire en sorte de fédérer, de recréer du lien social dans toute l'équipe. Bienveilleurs, sentinelles, vous pouvez les appeler comme vous voulez. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que tout le monde se sente écouté et que chaque semaine, au moins, quelqu'un appelle chacun des collaborateurs. Ça, c'est important.
Et vous pouvez aller voir, il y a pas mal d'articles de presse qui étaient sortis. Il y a des exemples de ces réseaux de bienveilleurs en entreprise. Il y a, il me semble, Bouygues, une des branches qui avait mis en Oui, place ça, Arkea, Casino. Donc, groupe n'hésitez pas à aller Casino. voir parce que voilà, ça se met concrètement en place et c'est des gens qui occupent n'importe quelle fonction dans l'entreprise, qui sont aussi formés à l'écoute. Et en effet, quand on est manager, ça peut être très intéressant d'avoir cette posture-là vis-à-vis de son équipe. On nous demande par rapport à ta présentation, par rapport aux 11 leviers du plaisir au travail, est-ce qu'il y en a un qui te semble plus important que les autres ou en tout cas particulièrement je dirais, sur lequel il faudrait mettre un effort peut-être en ce moment, lequel te semble vraiment clé? Alors, celui qui est clé, qui est une urgence maintenant, c'est la sécurité. Bien sûr, je ne peux pas aller travailler si j'ai peur pour ma santé. C'est absolument impossible. Et en tout cas, si j'ai peur pour ma santé, je ne peux pas être engagé. C'est clair que ce levier est important. Je pense que le levier de l'équité est très difficile à manipuler, mais de nombreuses entreprises y sont confrontées. Parce que, je prends un exemple concret, il y a des collaborateurs qui disent, voilà, moi je suis en chômage partiel et je touche 100% de mon salaire. Moi je travaille, je touche aussi 100% de mon salaire et c'est tant mieux. Par contre, il y en a un qui travaille, l'autre qui ne travaille pas. Situation inéquitable. Certains collaborateurs bénéficient du télétravail, d'autres pas. Moi, je voudrais en bénéficier. Pourquoi je ne peux pas en bénéficier? Situation d'injustice et inéquitable. Il convient d'être vigilant et de voir comment pouvoir expliquer des situations qui sont perçues comme étant inéquitables. Malheureusement, l'entreprise est un monde particulièrement injuste. Et là, le manager a un rôle essentiel d'expliquer, de donner du sens à cette situation, en expliquant que cette situation et cette organisation est peut-être pas tout à fait juste, mais pour l'instant, elle est absolument nécessaire pour pouvoir assurer le service, pour pouvoir produire. Elle est absolument indispensable au vu de la situation et elle n'est peut-être pas durable non plus. Et peut-être que derrière, effectivement, les efforts qui ont été consentis, à un moment donné, devront être aussi récompensés, c'est clair. Et par Voilà rapport à deux la leviers qui sont sensibles en ce moment. Celui du sens aussi me paraît important. Forcément, en ce moment, oui, on y reviendra tout à l'heure. On a une question par rapport à la sécurité économique. Comment rassurer un collaborateur qui aurait peur d'être licencié, même si l'entreprise actuellement va bien et est solide? Bien, là, peut-être qu'il faut être sur ce qui va réduire ces peurs, à savoir des données factuelles, des données chiffrées, et puis des données solides et robustes. On dit, écoute, non, l'entreprise va bien, on a besoin de tes compétences, on a besoin de toi, et peut-être de faire passer ce message comme quoi ce collaborateur a un rôle à jouer dans le développement de l'entreprise, que l'on compte sur lui, et le collaborateur doit avoir le sentiment d'être attendu. Je suis attendu. J'ai un rôle à jouer et je vais contribuer au développement de l'organisation. C'est peut-être plus délicat dans une entreprise qui est dans une situation peut-être un petit peu incertaine. Là, c'est plus difficile. Comment rassurer quand on sait que l'entreprise ne va pas très bien? Je pense que là-dessus, pour l'avoir vécu dans des entreprises en difficulté, à accompagner des entreprises en situation parfois difficile, il convient d'être transparent. C'est courageux. Il faut être courageux et transparent et donner les vraies données chiffrées. Il faut miser sur l'intelligence des collaborateurs, ne pas faire de fausses promesses et dire que tout ira bien. Ça tient 2 secondes, ça ne marche pas et le contre-coup est terrible. Et expliquer peut-être qu'il y aura des décisions difficiles à prendre, mais qu'à un moment donné, on a besoin aujourd'hui, puis si on veut s'en sortir et si on veut avoir une performance économique, on a besoin de l'engagement, mais de l'engagement de touche et d'un engagement solidaire. J'entends par là le fait que, et on le voit souvent dans les entreprises, il y a une tension entre le marketing et les ventes, il y a une tension entre les RH et les finances, ou avec le bureau d'études, par exemple. Il y a des tensions entre 2 services. Peut-être que plus qu'à n'importe quel autre moment, il est nécessaire d'aller au-delà des tensions issues du passé et d'être solidaire entre services. Moi, j'ai vu souvent dans les diagnostics que je fais, Avoir un problème de on est connexion. solidaire dans le service, Alors, mais entre services, ah non, c'est entre les 2 services, c'est la guerre. Je pense qu'il faut aller au-delà de ces tensions historiques. C'est le moment. L'engagement solidaire. par rapport à la notion de confiance, quel serait ton conseil quand on est face à des managers un peu ancienne génération qui sont très dans le contrôle? Comment réussir à les faire un peu lâcher prise et à avoir un peu plus confiance en leurs collaborateurs?
là, j'ai envie de dire que, en fait, on revient sur le métier de manager. Il faut aussi prendre en considération que manager, c'est un métier. Et un métier, c'est des compétences. Et des compétences, ça s'acquiert. Le constat que je peux faire dans de très nombreuses entreprises, c'est que les managers sont largement en France insuffisamment formés. Ils ne sont pas formés. Ils sont formés techniquement, ils sont formés sur des formations obligatoires, ils sont formés sur d'autres sujets, mais ils ne sont pas formés au management. Et le management, c'est des compétences clés, ça s'acquiert, il faut s'entraîner, il faut savoir le faire, il faut en prendre conscience. Là, j'ai envie de dire, on peut l'expliquer, on peut dire, oui, maintenant tu dois lâcher prise, tu peux lâcher prise, mais il convient aussi d'accompagner ces managers qui ont tout simplement peur de perdre leurs prérogatives, peur peut-être aussi de perdre leur petit pouvoir, parce que j'aime bien, moi, savoir ce que fait mon collaborateur. Et je pense qu'il faut les former. Attention à ne pas tomber dans le piège que j'ai vu réellement d'un manager qui imposait à ses équipes d'être en visio de 8h à 18h. Moi, je veux savoir ce que vous faites et je vais aller vous contrôler. Quelle horreur. Là, ça devient absolument, absolument terrible. Je pense que ce manager a besoin d'être accompagné aussi sur le plan personnel. Ouais. Et du coup, on a des questions par rapport à différents types de management. Est-ce que tu aurais un mot pour le management transversal? C'est-à-dire que je ne vais pas être manager d'une équipe à proprement parler, par contre, je vais gérer des projets. Du coup, est-ce que la posture est différente? Quels seraient tes conseils pour ces managers-là? Alors, le management de projet est effectivement particulier parce que, je manage une équipe dont je ne suis pas, entre guillemets, le chef sur le plan organisationnel. Par contre, je dois délivrer un résultat, on doit mener le projet à bien et je les manage pendant un temps donné. Et c'est extrêmement difficile. C'est plus difficile de manager une équipe transversale que de manager une équipe dont on peut décider des congés payés, des augmentations, dont on réalise également les évaluations annuelles. Pour autant, je pense qu'on peut appliquer les mêmes leviers de management. Peut-être que le principal là dans ces situations d'un management transversal sur un projet, c'est de s'appuyer sur le sens, de donner du sens, et ce serait mon conseil, et je l'aborde notamment dans le premier chapitre, de manager par le sens, mais aussi par les valeurs. Manager par le sens et les valeurs. C'est-à-dire de donner du sens à ce projet. Quelle est la vision partagée que nous avons sur ce projet? Nous serons contents sur ce projet tous ensemble avec mon équipe si nous arrivons à faire quoi? Ensuite, de définir sur ce projet et avec cette équipe des valeurs propres. Voilà les valeurs qui vont nous animer tout au long de ce projet qui peut durer 1 mois, 3 mois, 6 mois, 18 mois. Eh bien, moi, je serai attentif à ces valeurs-là et le manager de projet peut co-construire avec son équipe ces valeurs qui sont ponctuelles et qui sont limitées à l'équipe projet. Très bien. Et alors, pour un type de management plus classique, comment concilier le plus sereinement possible les attentes et l'attitude que tu as vis-à-vis de ton équipe et les demandes que te fait ton N+1 ou ton N+2? Comment réussir à concilier des impératifs qui sont peut-être des fois différents entre ce que va te demander ton propre chef et toi, ton attitude vis-à-vis de ton équipe? Eh bien là, en fait, ce qui va être difficile, c'est que le manager se retrouve un peu entre le marteau et l'enclume, je dirais. D'un côté, mes collaborateurs me font des demandes que je peux estimer tout à fait légitimes et sensées. De l'autre côté, mon management, mon N+2, me dit non, ou pas tout de suite. Je pense que là, il est nécessaire de manager son manager. Ça, c'est pas forcément très, très simple. C'est un point que j'aborde dans ce livre aussi, c'est être exigeant envers son manager. Je pense que plus on est exigeant envers son manager, plus on est bienveillant envers soi-même. Effectivement, il s'agit de ne pas accepter n'importe quoi et aussi de poser votre manager. Alors, ce n'est pas forcément simple, c'est facile à dire, mais ce n'est pas forcément simple. Dire, voilà, si tu veux que je mène à bien mes missions, moi, j'ai besoin d'avoir des avancées sur tel et tel point. Voilà, moi, les besoins que j'estime nécessaires. Voilà, moi, la confiance que je veux établir avec mes collaborateurs et j'ai besoin pour cela de ça. Il est nécessaire d'avoir une certaine latitude, une certaine marge de manœuvre, d'autonomie pour pouvoir justement manager son équipe. Tout à fait. Être exigeant vers son manager
et être, par exemple, très concrètement, c'est ne pas accepter n'importe quel objectif, ne pas accepter de travailler dans le flou. Alors, ça nécessite du courage managérial, clairement. C'est-à-dire, non, de dire à son boss, non, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas prêt à travailler dans ces conditions-là. Pour mener ma mission, j'ai besoin de ça, ça et ça. On va peut-être bousculer notre manager, mais peut-être que c'est pour le bien de l'entreprise et pour le bien de l'équipe. Tu C'est pas parlais tout simple, à l'heure. c'est pas facile, hein. Oui. C'est forcément toujours évident, c'est clair. Et par rapport justement à l'équilibre entre bienveillance et exigence, est-ce que tu aurais un ou deux conseils pour trouver cet équilibre qui n'est pas forcément facile à trouver? Oui, on parle souvent de management bienveillant, on parle beaucoup de bienveillance. Oui, il faut de la bienveillance, de la bienveillance. Oui, c'est vrai. Mais il faut aussi de l'exigence. Et je pense qu'il faut trouver le bon équilibre entre les deux. C'est ce que j'appelle l'émulation. C'est l'équilibre entre le fait de dire, voilà, à chaque fois que je mets un cran supplémentaire d'exigence, je dois mettre un cran supplémentaire de bienveillance. Alors, comment trouver le bon équilibre entre les deux? Peut-être tout simplement déjà en se mettant à la place de l'autre, et se dire, mais si j'étais à sa place, face à cette demande, cette exigence que j'ai, quelle preuve de bienveillance j'accepterais et quelle preuve de bienveillance ferait que cette exigence passerait mieux. Tout simplement, se mettre à la place de l'autre. Et puis des preuves de bienveillance, on en a énormément. On peut imaginer déjà peut-être de se mettre autour de la table et d'aller voir le point de vue de l'autre en se mettant sur son fauteuil, sur son poste de travail. D'identifier autour de lui, c'est une notion intéressante, ça, ce que j'appelle des irritants. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui peut irriter son job? L'irritant, c'est le caillou dans la chaussure, hein. Ça ne vous empêche pas de faire votre job, mais à la longue, ça fatigue, voire ça peut user. Et quand il y a trop d'irritants, stop, j'arrête. Donc peut-être d'essayer d'agir sur ces irritants, preuve de bienveillance, et de l'autre côté, on va pouvoir être un peu plus exigeant, mettre un cran au-dessus les objectifs, un cran au-dessus nos attentes vis-à-vis de nos collaborateurs. On parlait tout à l'heure de la confiance, du coup, entre manager et manager. Comment faire quand tu as un de tes collaborateurs dans ton équipe qui n'est pas forcément très autonome ou du coup a un peu de mal à se responsabiliser lui-même? Qu'est-ce que le manager peut faire pour l'encourager à être un peu plus autonome? Oui. Alors, souvent, ces collaborateurs qui sont dans cette situation-là sont souvent des juniors, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'apprendre le job. Forcément, à un moment donné, on va avoir un niveau d'autonomie qui va être adapté en fonction de la seniorité du collaborateur. Mais je pense que si un collaborateur, même senior, ne fait pas preuve d'autonomie, eh bien, il faut avoir une approche par petits pas et de lui confier un objectif, de lui laisser un peu d'autonomie, de le rassurer lui-même sur le fait qu'il a réussi à faire le job qui était attendu, et puis petit à petit, lui confier des missions supplémentaires pour le faire monter en puissance et en autonomie. Le deuxième conseil, il est peut-être de lui demander de quoi il aurait besoin pour être en autonomie et se sentir totalement en confiance pour pouvoir réaliser ce qu'on lui demande. Voilà le conseil que je peux apporter sur ce point-là. Et avec la crise actuelle, tu l'évoquais tout à l'heure, le sens. On parle beaucoup de la question du sens au travail, de ce sentiment d'utilité. Quel rôle peut avoir le manager peut-être pour redonner un peu de sens au travail de ses équipes quand il y a eu du chômage partiel, après la crise, après si des collaborateurs se posent des questions aussi par rapport à leur propre travail? Eh bien, en fait, à chaque fois que l'on demande quelque chose à quelqu'un, c'est d'expliquer le pourquoi, pour faire quoi, pour obtenir quoi. Dans ce livre, je prends la parabole du tailleur de pierre. Certains taillent des pierres, d'autres, si vous la connaissez, construisent des cathédrales. Mais souvent, on ne se pose pas la question de qui était le manager de celui qui taillait des pierres et qui estimait qu'il construisait, lui, une cathédrale. Je pense que c'est important de donner du sens et d'expliquer la finalité. Je fais le parallèle là avec un livre et une personne avec qui j'ai quelques dissensions, je dirais, c'est Julia de Funès. Et pour le coup, je suis d'accord avec elle sur le concept de définalisation du travail. C'est vrai qu'aujourd'hui, le travail demandé, que ce soit de service ou de production,
est parcellisé, c'est issu des organisations et du taylorisme, est parcellisé et on fait un job, on ne sait pas forcément pourquoi et à quoi ça va servir. On fait un tableau de bord, un reporting, ça nous prend 3 jours dans la semaine, on ne sait pas à quoi il va servir. On fait une pièce en production, on rend un service, on ne connaît pas la finalité. Il convient de remettre en ligne la finalité et d'expliquer à quoi ça va servir. Et d'expliquer que chacun dans l'entreprise est un maillon d'une chaîne de valeur et que chacun contribue à la réalisation d'un produit, d'un service qui a du sens. Je prends 2 exemples. Une fois, j'accompagnais un directeur général dans une entreprise et on fait la visite de ses locaux et je discute avec lui et il va voir un préparateur de commandes qui était en train de filmer une palette sur le quai des expéditions. Et il dit à son collaborateur, il dit, tu sais, cette palette-là, elle est importante. Tu vois, il y a marqué Shanghai, et il y avait marqué Shanghai sur l'étiquette. Eh bien, cette palette-là contient des produits, et ce sont les premiers produits que nous expédions en Chine, et cette palette-là va peut-être nous permettre de conquérir le marché asiatique. Alors, toi, à ton niveau, tu es préparateur de commandes, d'accord, mais tu contribues à faire en sorte que si elle est bien filmée, on puisse conquérir le marché chinois. J'ai trouvé ça extraordinaire sur quelqu'un qui a un job qui est très simple, préparateur de commandes, mais lui, à son niveau, s'il fait bien son job, eh bien, on va pouvoir conquérir le marché chinois. Elon Musk le cite avec un collaborateur à qui il dit, tu vois, tu es en train de contribuer à notre conquête de la planète Mars. Bon, on va revenir juste sur le marché chinois déjà dans un premier temps. Pas mal. Voilà, c'est pas mal. Pour revenir à la situation actuelle, Oui. quels seraient tes conseils pour les premiers jours de retour au travail? Certains managers nous disaient que ça va être un jour par semaine. Oui. Quoi faire? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Quels seraient tes conseils? La semaine dernière, j'ai animé un webinaire sur ce sujet-là. Il y a un point qui est essentiel, c'est la notion de lien social. Le lien social a été rompu, a été abîmé, a été atténué. On a besoin d'avoir un lien social qui soit robuste. Je crois qu'il faut surtout ne pas vouloir aller trop vite. L'exemple concret, c'est on se retrouve à la pause café, c'est la première pause café pour démarrer. Il y a peut-être qu'à ce moment-là, il convient de faire en sorte que cette pause café ne sera pas d'un quart d'heure, peut-être pas de 20 minutes, peut-être pas d'une demi-heure, mais peut-être d'1 heure. Eh bien, les 3 quarts d'heure supplémentaires qui ont été investis vont contribuer à recréer ce lien social. On va prendre le temps de se retrouver, de partager, de discuter, d'échanger entre nous sur ce que l'on a vécu. Et ce lien social va petit à petit se renforcer. Et je vous assure que le temps que vous avez investi là-dessus va se retrouver après. Alors que le piège, donc non, allez au boulot, allez trop vite, et la pause, c'est fini. Ben, vous allez créer quoi? Vous allez réduire encore plus ce lien social. Non, attends, je préfère être chez moi plutôt que ici. Non, ça fonctionne pas. Deuxième point, peut-être, c'est de filmer en vidéo et en visio ces pauses café pour donner envie, peut-être à ceux qui n'ont pas forcément envie de revenir travailler, de dire voilà, vous voyez, ça se passe bien, on a organisé une pause café et c'est plutôt sympa. Oui. Donc, À il y a le prendre travail, mais il n'y a pas que le travail. Prendre le temps. Mm. Peut-être qu'on peut aussi imaginer qu'il soit nécessaire dans des entreprises où ça a été plus difficile d'avoir ce qu'on appelle, sur le plan psychologique, une catharsis. Catharsis, en fait, c'est la purge. On a tous vécu un truc incroyable. C'est jamais personne n'a vécu 3 mois comme on les a vécus mars, avril, mai. Jamais personne n'a vécu ça. Certains ont vécu des drames. Il faut aussi se mettre dans leur situation, des drames avec des décès ou des maladies ou des situations très difficiles. Et peut-être qu'il est nécessaire de purger ces moments difficiles par une organisation d'un séminaire, alors virtuel ou physique en respectant les consignes sanitaires, mais pour poser sur la table ce vécu, pour dire enfin maintenant on va peut-être pouvoir passer à autre chose. Et par rapport, alors là, dans un autre registre, on parlait tout à l'heure des missions transversales. Quand l'entreprise adopte un mode de fonctionnement beaucoup plus horizontal et moins vertical, est-ce que pour toi, c'est la fin des managers? Est-ce que du coup, les managers n'ont plus de périmètre d'action? Ou est-ce que les managers ont des nouvelles missions? On touche là aussi un sujet qui m'est cher, c'est peut-être celui des entreprises dites libérées.
avec moins de strates. Alors, moins de strates, ça peut être bien, mais attention, pas forcément moins de management. Un collaborateur a forcément besoin, je pense, à un moment donné, d'être à minima managé, mais managé comme il faut. Pas manager en top-down, en command and control, tu fais ce que je te dis, point barre. Manager en étant responsabilisé, manager en étant reconnu, en étant félicité, en ayant de l'autonomie sur son périmètre. Et manager par plaisir, par le plaisir, effectivement. Et je pense que même dans une entreprise qui est très transversale, eh bien, il est nécessaire qu'il y ait une explication, qu'il y ait du sens qui soit donné, notamment par le dirigeant au plus haut niveau, qu'il soit exemplaire pour pouvoir embarquer l'ensemble de ses équipes et que ça soit relayé par la chaîne managériale, fût-elle limitée à un ou deux échelons. Très bien. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Ah bah tiens, on en a une de Nathalie. Avez-vous des conseils sur les entretiens annuels? Avez-vous le sentiment qu'il reste le seul moment de l'année où le salarié est encouragé à s'exprimer? Oui, c'est effectivement dans de nombreuses entreprises le rare et le seul moment où on est plus ou moins encouragé à s'exprimer avec justement plus ou moins d'écoute et de bienveillance. Pour autant, je pense que l'entretien annuel devient, comment dire, c'est issu du siècle dernier, j'ai presque envie de dire. Non, se voir une fois par an, c'est nécessaire, oui, mais pas que. Je pense qu'il est important de se poser à minima une fois par mois, au moins une fois tous les 3 mois. Et il y a un entretien qui porte sur le job, sur les missions, sur les réalisations, mais c'est important également d'avoir un échange sur la personne, sur les besoins du manager envers son collaborateur et du collaborateur envers son manager. Alors, les entretiens annuels avaient beaucoup de défauts, en tout cas au moins un mérite, c'est d'obliger, c'est aussi une obligation légale au moins tous les 2 ans, si je ne m'abuse, d'avoir un entretien avec son collaborateur. Mais ça n'est pas suffisant et on ne va pas attendre, alors qu'un collaborateur a commis une erreur, 6 mois pour pouvoir lui dire écoute, souviens-toi, il y a 6 mois, c'était en novembre, tu as commis une faute dans telle réunion. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens non plus de lui dire souviens-toi, il y a 3 mois, tu as animé une réunion et un projet, c'était très bien, je te félicite aujourd'hui, 3 mois après. Non, ça n'a pas de sens non plus. Il faut que ça soit, à mon avis, plus immédiat. Et d'ailleurs, de nombreuses entreprises ont supprimé ces entretiens annuels. Maintenant, on a des entretiens qui sont mensuels ou un point qui se fait régulièrement à la demande du manager. Mais là encore, c'est une compétence à travailler, c'est une méthode qui est à acquérir pour savoir mener cet entretien annuel. Et c'est pas du style, bah tiens, écoute, on se voit 5 minutes entre 2 portes, et on va se dire officiellement tout ce qu'on se dit tous les jours à la machine à café, quoi. Non. Ça se travaille, il y a une méthode, il y a des techniques de questionnement, des techniques d'écoute de part et d'autre, et surtout l'entretien annuel se prépare tant du point de vue du manager que du manager. Du coup, il y a Agnès qui nous dit qu'il peut y avoir une posture d'ouverture du manager, mais dans les faits, un planning tellement rempli qui ne laisse pas forcément beaucoup de créneaux pour que le collaborateur puisse échanger avec le manager. Oui, c'est ce que j'appelle la notion du management empêché. Le management empêché, c'est-à-dire je suis manager, normalement j'ai un temps qui est consacré au management, mais par la charge de travail que j'ai, les tableaux, les reportings, l'organisation, la réorganisation, je n'ai matériellement pas le temps pour passer ne serait-ce qu'un quart d'heure avec mes 10 collaborateurs par semaine. Ça, c'est dramatique et je pense que justement là-dessus, il convient de remettre un peu l'ordre des priorités et, à mon avis, avoir au moins 20% de son temps consacré à du management pur est absolument nécessaire. Par contre, ce n'est pas forcément tous les jours facile, c'est pas toujours facile, mais il convient aussi peut-être que le manager prenne du recul, alors avec sa direction bien sûr, sur les tâches réalisées, pour se dire mais ça, est-ce que c'est véritablement nécessaire? Est-ce que je ne peux pas la déléguer, voire la supprimer? Et par contre, je vais gagner du temps en management, c'est-à-dire en étant en proximité de mes collaborateurs, en les écoutant, en me mettant à leur place, en les animant, en organisant des séminaires, des meetings avec mes collaborateurs, en faisant tout simplement le job de manager. On nous dit, j'ai entendu dire qu'un bon manager devait consacrer au minimum 30% de son temps à manager. Donc, on est dans ce que tu disais. Voilà. Après, il y a la réalité du quotidien, mais…
Voilà, 20%, c'est en fait un cinquième, c'est-à-dire en fait un jour par semaine. C'est en fait 7 à 8 heures de travail. Je pense que oui, allez, 20% déjà, ça serait bien. Pour autant, je connais des entreprises où les managers ne managent pas. En fait, ils sont centrés. Il ne faut pas confondre l'entretien qui est focus sur un dossier, un client, un projet, un litige, le business. On parle business. Ça, pour moi, ça n'est pas du management, c'est de la gestion business. Quand je parle de management, je parle d'un entretien et c'est la dimension manager-coach. C'est le manager qui est à l'écoute de son collaborateur. Ce n'est pas le manager orienté business, technique ou développement. Alors, il nous reste quelques minutes, donc je vais faire 2 dernières questions assez rapidement. Est-ce qu'un manager dit cool, qui a une posture un peu cool, est un bon ou un mauvais manager? Quand on a des Un managers. manager cool est un bon manager. Pas facile cette question. Non, pas facile parce que je pense qu'un manager est là pour être exigeant et quand on est exigeant, forcément, on n'est pas cool. À l'inverse, un manager qui est bienveillant, je veux dire, il ne faut pas confondre la bienveillance avec, comment j'appelle ça, le fait de la complaisance. Voilà. Il ne faut pas confondre être bienveillant et complaisant. Je pense qu'on peut être un manager cool, mais un manager juste et un manager exigeant. Un manager est là pour délivrer aussi un résultat en embarquant ses équipes. Donc, manager cool, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai tendance, on a plus tendance à se souvenir de nos managers qui étaient particulièrement exigeants, particulièrement justes, que des managers qui étaient particulièrement laxistes. Voilà. Cool, laxiste, non. Cool, sympathique, présent, chaleureux, convivial, on fait la fête ensemble, mais on bosse ensemble. On peut travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Dernière question intéressante vis-à-vis du rôle des RH. Quelle est la mission des RH vis-à-vis des managers? Qu'est-ce que doit impulser un petit peu les RH par rapport à la communauté de managers de l'entreprise? Le RH, en fait, il est en relation pour moi, avec la direction générale et il est là aussi pour faire remonter les sujets RH et on est plutôt dans effectivement ces notions d'écoute, ces notions de communication, d'embarquement, de cohésion d'équipe. C'est pas toujours facile de remonter ça à sa direction. Tout à l'heure, j'étais au téléphone avec une DRH qui me disait, voilà, moi j'ai des difficultés à faire passer le message comme quoi il faut qu'on définisse du sens, qu'on définisse des valeurs et qu'on ait un projet d'entreprise. Mais ouais, mon DG, lui, est un technicien, est un ingénieur de très haut niveau. Il ne raisonne que par les sciences dures, le sur et le dur, il n'est pas sur le flou et le mou. Et bien justement, le RH a ce rôle-là de mettre ces notions de sciences molles, de sciences humaines, tout simplement, dans une direction, fût-elle financière, marketing, commerciale ou technique. Les DRH sont là aussi pour écouter les managers, pour mettre en place des outils de type baromètres sociaux, de façon à écouter les collaborateurs, pour faire en sorte, surtout, je dirais, de faire monter en compétence les managers par des parcours de formation, des programmes de formation adaptés, pour faire en sorte qu'ils puissent renforcer leurs compétences managériales. Je reviens sur mon sujet. Le rôle des managers est essentiel, le rôle des managers est capital pour créer du plaisir, de l'engagement et de la performance. Et manager, c'est un métier, ça s'apprend. Il est nécessaire d'être formé pour cela, d'être accompagné pour cela. Et pour finir, je partagerai juste une bonne pratique que j'ai vu passer sur le chat pendant le confinement, comme quoi il y a pu avoir du positif qui sort du confinement. Donc, une entreprise a mis en place dans une équipe une séance de méditation quotidienne en fin de journée pour assurer le SAS dont on parlait tout à l'heure. Oui. Donc, une demi-heure. Et donc, la personne nous disait que ça a créé des nouveaux liens dans l'équipe et que la bonne nouvelle, c'est que post-confinement, il reste une séance par semaine de méditation tous ensemble. Et comme quoi, le confinement et toutes les contraintes que ça nous a imposées peut aussi avoir eu du bon pour tester de nouvelles choses. Génial, génial, super. Bravo pour avoir su et réussi à mettre ça en place. C'est vrai que ce confinement nous a bousculé, nous a aussi appris à nous remettre en cause. Je le vois notamment avec ces séances qui se font maintenant en visioconférence. Tout le monde aujourd'hui maîtrise au moins mieux, sinon beaucoup plus Zoom, Teams, GoToMeeting, Livestorm, enfin toutes ces applications de visioconférence. De la même manière, ça remet en cause nos métiers, j'en parle en connaissance de cause.
l'ensemble des animations que je pouvais réaliser en présentiel, en face à face, que ce soit des World Café, des forums ouverts, des séminaires de cohésion d'équipe, maintenant peuvent être réalisées en combinant visio et présentiel, ou même uniquement en visioconférence, même des formations qui se font très très bien d'ailleurs en webinaire, en associant les deux. Je crois qu'il est nécessaire de s'adapter, d'être agile, d'apprendre et de se dire qu'est-ce qu'il y a de bon et de positif et comment je peux exploiter ce qui nous a bousculé, comment je peux l'intégrer pour peut-être ajouter une dimension digitale ou une nouvelle dimension à mon job aujourd'hui. Je crois qu'effectivement, il est nécessaire sans cesse, en tout cas, de toute façon, on n'a pas le choix de se réinventer, de travailler autrement. Et ces visios en sont le meilleur exemple. Eh ben, ce sera un super mot de la fin, se réinventer. On en a bien besoin cette année et on va se réinventer avec plaisir grâce à toi, Franck. Merci beaucoup. Ok, Ton mail merci. est affiché pour ceux et celles qui voudraient te contacter. Le webinaire sera en replay du coup sur la chaîne YouTube de My Happy Job et sur la chaîne YouTube de Viber. Et les livres de la collection My Happy Job sont disponibles aux éditions Viber, dans toutes les bonnes librairies, à la Fnac, chez Cultura, en ligne. N'hésitez pas à nous faire des retours, ça nous fera plaisir de lire vos commentaires. Merci Franck. Merci. Au revoir. Bonne journée à toutes et à tous. Merci. À bientôt. À bientôt.